Bonsoir, merci de l'invitation pour cet exposé. Alors oui, un parcours plutôt atypique qui est fait d'aller-retour entre des genres plus ou moins bien considérés, mais qui tous me passionnent. Et j'ai en tout cas une formation universitaire dans ces bâtiments même, de 87, si j'ai bien suivi l'introduction, et qui ont été étrenés vraiment, véritablement par ma volée. Depuis ma plus tendre enfance, c'est émouvant, je suis passionné par le dessin sous toutes ses formes. Et le dessin est peut-être le seul fil rouge qui relie toutes mes activités et mes publications. C'est aussi le seul fil rouge qui a pu, dans l'histoire de l'art occidental, réconcilier les arts plastiques qui étaient fâchés entre eux, la peinture, la sculpture. À la Renaissance, le peintre disait que son art était supérieur à celui du sculpteur parce qu'il disposait de la couleur pour représenter des yeux bleus. Il pouvait montrer des reflets dans l'eau. Le sculpteur, quant à lui, arguait qu'il avait le volume pour restituer la réalité 3D du monde dans lequel on vit, etc. On a appelé cette rivalité le paragone, ou le parallèle des arts, un discours qui compare les arts entre eux pour fonder la supériorité d'une discipline sur les autres. Très en vogue dans la première moitié du Cinquecento, Léonard lui consacre un livre entier de son traité. Le paragone et la rivalité sont vite affaiblis par un argument souverain qui surgit déjà au XVIe siècle. Elles sont sœurs, ces disciplines artistiques, ennemies. Toute fille d'un seul et même père qui est le dessin. Alors, on arrête de se chamailler, les filles. Vous êtes les arts du dessin. La BD aussi appartient à cette famille, cadette ou aînée, je ne sais pas trop, on verra ça plus loin. L'ombre du paragone ressurgit parfois, notamment pour la bande dessinée, souvent considérée comme une mauvaise littérature. D'où le titre. Mes parents, par exemple, disaient que c'était une mauvaise littérature. Vous voyez où ça m'a conduit. En 84 ou 85, je ne sais plus trop, j'avais choisi d'étudier pour ma demi-licence le tatouage. C'était mauvais genre aussi. C'était bien avant la mode des tatous et avant mon premier ordinateur, deux données, les tatous et les ordinateurs qui n'ont en apparence rien à voir, encore que. Durant ces 20 dernières années, qui correspondent plus ou moins à l'âge des nouveaux étudiants, la planète a en effet vécu la scission de son noyau en deux parties distinctes, le monde virtuel d'un côté et le monde physique de l'autre, Platon et Aristote, avec de curieuses conséquences graphiques. En 20 ans, le tatouage s'est popularisé jusqu'à devenir aujourd'hui un phénomène de société. En tout cas, sur la plage italienne, Ligure, où j'étais cet été, je pense que c'en était un. Comme si, par réaction à l'immatérialité du virtuel, le dessin avait ressenti maintenant le besoin de prendre corps. Comme si, à l'heure d'Internet, du zapping global et de l'impermanence, il se réfugiait dans ses manifestations les plus définitives et chevillé à l'individu. C'est quand même assez curieux comme paradoxe, contraste. Le tahitien ta-tout serait un dérivé de ta-atoas, qui voudrait dire dessin, ta, esprit, atoas, et pas du tout dessin indélébile à l'aiguille. Le tatouage, ou de façon générique le dessin, est une projection de l'esprit. Ta, atoas. En Italie, le mot pensée, pensiero, sert à caractériser une esquisse, la première idée d'une composition. Je voudrais insister sur cette notion de projet et de projection en lien avec le dessin. Pour continuer avec l'étymologie amusante, en français, les mots dessin IN et dessin EIN
ont une seule et même origine. Le même verbe dessiner, devenu par la suite dessiner au XVIIIe siècle, a longtemps eu la double signification de projeter et tracer le contour de. Pour comprendre la nature immatérielle et projective, idéale du dessin, il convient de remonter aux origines supposées du médium. La scène originelle se trouve relatée dans Pline l'Ancien, au 1er siècle, le fameux livre 35 de l'histoire naturelle. L'invention du dessin ne serait pas du tout le fait d'un artiste renommé, mais celui d'une belle Corinthienne. Vous avez vu ça? La fille du potier Butadès, ou dit Butade, au sujet de laquelle on ne sait pratiquement rien, pas même son prénom. Amoureuse d'un jeune homme qui partait pour l'étranger, vous le voyez, elle entoura d'une ligne l'ombre de son visage projeté sur le mur par la lumière d'une lanterne. Quand je vous disais que le dessin et projection, que dessin et projection sont complices. L'apparition du dessin est conditionnée à un matériel de projection. La proposition de Pline est évidemment une fable, mais comme toutes les fables riches de sens, un dispositif mémoriel serait à l'origine de toutes les créations artistiques. Le dessin est lié à la mémoire et à l'absence. Il signale une perte, il restitue une image, mais il ne rend pas le fiancé. Peut-être parti à la guerre, comme souvent les fiancés des belles Corinthiennes, ne sait quand reviendra, ne sait s'y reviendra, peut-être parti pour toujours. L'histoire, en tout cas, ne parle pas d'un retour du fiancé. Ce mythe fondateur, c'est ce que rejoue quotidiennement la police routière ou la police criminelle quand elle détourne à la craie un corps sur le bitume. Le dessin, dans ce cas, comme chez Pline, délimite une absence. Le dessin garde une mémoire. Dans les faits, l'invention du dessin est bien antérieure à Butade et à sa fille. Peut-être faut-il la situer dans la grotte Chauvet. En fait, c'est 20 000 ans à peu près avant Lascaux. Mais si les spécialistes ne sont pas d'accord sur les enjeux rituels ou artistiques de la représentation à l'heure de l'Aurignacien ou du Magdalénien, ici, on peut en tout cas affirmer que la mémoire projective y tient son rôle. Les animaux ne caracolaient pas sous les yeux du dessinateur dans la grotte au moment du dessin. Ils ne caracolaient pas dans la grotte, mais dans la tête. Du paléolithique à l'art contemporain, le dessin est donc étroitement lié à la pensée. Pour cette raison aussi, il habite l'art conceptuel. Quand, au début du XXe siècle, Marcel Duchamp prophétise la mort de la peinture et des disciplines traditionnelles, il se garde bien de toucher au dessin. Même chose pour Christian Boltanski, un artiste contemporain que j'adore, qui travaille beaucoup sur la mémoire sous toutes ses formes, depuis la mémoire individuelle de l'autobiographie, il a beaucoup été comparé à Proust, jusqu'à la mémoire collective de la Shoah. Il prétend ne pas dessiner et pourtant le dessin est omniprésent dans son œuvre, dans Les Leçons de ténèbres en 86 par exemple. Il générait un grouillement graphique sur les murs, le plus immatériel des dessins, sur le plus matériel des supports, en découlait une sorte de théâtre d'ombre suspendu entre la mémoire et le rêve, qui n'est pas sans évoquer Lascaux ou la belle Corinthienne. Dans un livre que j'ai fait avec lui, il me parlait d'un vrai dessin au crayon sur papier, j'imagine, un portrait de sa grand-mère qu'il aurait fait après sa disparition. On n'est pas très loin de Pline, sauf que le dessin n'intervient pas avant, mais après la séparation. Boltanski prétend n'avoir pas gardé son croquis, et c'est d'ailleurs peut-être juste une histoire, car il adore mentir et inventer des histoires. Plus que son croquis peut-être fictif, c'est ce qu'il en disait que je trouve important, je le cite. La seule manière, ce que forcément la photographie ne peut pas faire, de rendre vie, de rendre physique quelque chose qui n'est plus que dans la tête, dans la mémoire, c'est par le dessin. Fin de citation. Pourquoi? Comment ce miracle? Est-il dû à la réactivation par un effort de mémoire ou bien au fait que le dessin rejoint l'image mentale, la vérité mentale? Étant moins lié que la capture photographique à un moment précis de la vie, il échappe à l'anecdotique et rejoint la grand-mère mentale, la grand-mère intérieure. Dans un plan furtif du film Smoke, c'est pour toi, cher doyen, magnifique film tourné en 1996 par Paul Auster et Wayne Wang, le spectateur attentif et un peu connaisseur apercevra au mur de l'appartement, mais tu n'as pas pu reconnaître ça, au mur de l'appartement du marchand de tabac Augie Wren, Harvey Keitel, ici avec William Hurt, une reproduction de dessins d'arbres.
L'original en est conservé à Windsor Castle, chez la reine, où il a longtemps été considéré comme l'un des chefs-d'œuvre graphiques de Léonard de Vinci. Voilà qui en explique la prolifération des reproductions jusque chez le buraliste new-yorkais. Avant d'être restitué à la fin des années 60 à l'obscur mais très talentueux Cesare da Sesto, un élève de Léonard de Vinci auquel j'ai consacré mes plus belles années, ce qui me permet aujourd'hui de faire le fier et d'en traquer les apparitions jusque dans une cuisine new-yorkaise peu reluisante. Comment ne pas s'attacher à Augie Wren, l'âme du quartier? Chaque jour, à la même heure, il prend une photo du même coin de rue, son coin de rue. Elles sont aujourd'hui des milliers, les vues traversées de silhouettes anonymes qu'il a amoureusement ordonnées en de volumineux classeurs. Films de coins de rue à Brooklyn, de bureaux de tabac et de philosophie de comptoir, Smoke déroule sa volute de pellicule sur fond de gratte-ciel, à tel point que l'arbre suspendu à côté du buffet chez Augie finit par être le seul arbre new-yorkais. Or, cet unique arbre new-yorkais plonge ses racines dans la Renaissance lombarde, étant aussi cet unique arbre new-yorkais, le seul arbre jamais planté par Cesare da Sesto sur une feuille de papier, et je sais de quoi je parle. Le dessinateur regarde, il comprend l'arbre, les branches cassées, les bourgeons, la vie, la mort, l'espoir, la torture, un peu comme chez Hodler, dont on admire les portraits d'arbres. Ce spécimen isolé touche à l'universalité du concept et finit par signifier, au-delà de son individualité et de ses caractères particuliers, la totalité des arbres. Augie Wren donc photographie chaque jour son coin de rue entre Atlantic Avenue et Clinton Street, chaque jour depuis 12 ans, à 7 heures pile, en feuilletant sa nombreuse collection d'albums où chaque photo est soigneusement classée selon l'ordre chronologique des vues, se dégage une vérité, la vérité latente d'une minuscule portion de l'univers à un moment précis du jour, selon un angle. Augie photographie le temps et en même temps que le temps, cette vérité que le temps découvre. Or, le même Augie a un jardin intérieur et dans son jardin un arbre, pas n'importe quel arbre, celui dessiné par Cesare da Sesto, le seul arbre new-yorkais, le seul vrai arbre. Et quand il lui a fallu plus de 4000 instantanés pour approcher la vérité de son coin de rue, un seul dessin lui suffit à posséder celle de tous les arbres. La plupart des historiens ou préhistoriens de la BD citent l'art égyptien, la colonne Trajane, la tapisserie de Bayeux ou la suite de tableaux de Botticelli inspirés par le Décameron de Boccace comme origine de la bande dessinée. Tous ces exemples pris dans l'histoire de l'art cherchent en effet à restituer une narration au moyen d'une succession d'images. Dans son acception plus rigoureuse et selon les critères déterminants de la technique, du support et de la diffusion, Philippe Quesnel, qui n'est pas là, je crois, pourrait vous en dire beaucoup plus. Autrement dit, un art séquentiel de textes et dessins reproduits par l'imprimerie, la bande dessinée n'a pas 2 siècles d'existence. Et si l'on ajoutait à ces premiers critères la bulle de dialogue ou phylactère, le médium serait beaucoup plus récent encore. On s'accorde aujourd'hui à la considérer comme l'invention d'un Suisse. C'est en effet dans son histoire de M. Jabot, paru en 1833, que le pédagogue genevois Rodolphe Töpfer inaugure le système du strip qui, associant texte et dessin, procède de la narration en images. L'inventeur se double d'un théoricien. En préface de l'album, il écrit, je cite, « Ce petit livre est d'une nature mixte. Il se compose de dessins autographiés au trait. Chacun des dessins est accompagné d'une ou 2 lignes de texte. Les dessins sans le texte n'auraient qu'une signification obscure. Le texte sans les dessins ne signifierait rien. Le tout ensemble forme une sorte de roman d'autant plus original qu'il ne ressemble pas mieux à un roman qu'à autre chose. » La bande dessinée ne sait pas encore comment elle s'appelle. Töpfer parle en effet de son invention comme d'une littérature en estampe. Peut-être la BD ou narration graphique répond à un besoin primordial de l'homme, et peut-être nous ramène-t-elle par le chemin des écoliers, ou plutôt des étudiants,
À une période antérieure aux premières écritures, la grotte Chauvet, Lascaux nous mettent en présence de figurations narratives, ou pas, le sens de ces représentations reste mystérieux, qui semblent témoigner déjà d'un besoin originel de communiquer avec le seul moyen prescriptural, l'image, le dessin. Raconter des histoires, je cite, c'est ainsi que le célèbre dessinateur de BD et théoricien Will Eisner ouvre son livre sur le récit graphique. Raconter des histoires est une habitude profondément ancrée dans les groupes humains, tant anciens que modernes. On utilise des histoires pour enseigner le comportement social, pour débattre de morale et de valeurs ou pour satisfaire la curiosité. La narration d'une histoire requiert une habileté à dramatiser les relations des individus et les problèmes du quotidien, à communiquer des idées ou à mettre en scène des fictions. Fin de citation. La BD est d'une nature mixte, selon l'expression de Töpfer, ou hybride. Töpfer l'appelle une littérature en estampes. Pélos, le père des pieds nickelés, un cinéma de papier. Et c'est, on l'a vu, une fille du dessin. Cette nature mixte et transmédiale est à l'origine, probablement, je n'y étais pas, de la constitution à l'Université de Lausanne, il y a quelques années, du Grubd. C'est toi qui dis Grubd. Il y a Grubd aussi. J'ai entendu plusieurs, mais Grubd, ça fait peut-être trop gradubide, ou Grubd a une certaine noblesse, en effet. Allons pour le Grubd. Le Grubd, groupe d'études sur la bande dessinée par des professeurs passionnés. Raphaël Baroni, narratologie, Alain Boyat, histoire esthétique du cinéma, Daniel Chaperon, littérature française, Alain Corbellari, français médiéval, Philippe Quesnel, histoire de l'art. J'ai oublié quelqu'un? Je ne sais pas, tu diras. Qui réfléchit ensemble au 9e art. À Lausanne, il y a encore le Centre BD, qui est le plus grand fonds patrimonial BD de Suisse et le deuxième après Angoulême. Et il y a BDphile. Désireux de fédérer toutes ces belles énergies et compétences, et pour leur donner une visibilité, j'ai créé l'année dernière une revue, la revue BDphile, qui après 2 numéros est déjà une publication de référence. La première, à vrai dire, en Suisse romande, qui articule l'académie et les approches plus subjectives de la bande dessinée. J'aime ce Grubd qui a restauré pour moi un lien avec le monde académique. Un autre lien que j'ai toujours, c'est la Société académique vaudoise qui délivre des subsides, je le dis aussi pour les étudiants qui veulent peut-être publier encore leur thèse, favorisant la recherche et les publications et dans laquelle j'ai le plaisir d'officier. Signe de l'évolution des mœurs, elle a nommé dans son conseil de fondation quelqu'un qui s'occupe de la BD, en l'absence même d'une chaire sur la bande dessinée à l'Université de Lausanne. J'encourage les anciens étudiants, les mécènes toujours, à en devenir membres afin d'encourager la relève, les jeunes étudiants et surtout et aussi les nouveaux champs d'investigation. Le festival, donc, a fermé ses portes, sauf au MUDAC, où jusqu'à janvier prochain, vous pouvez encore découvrir l'exposition Le Monde d'Hergé. Même s'il ne l'a pas vraiment vécu, Hergé avait prophétisé une légitimation de la bande dessinée. Je le cite, « La bande dessinée en l'an 2000, je pense, j'espère, il est mort en 83, je pense, j'espère qu'elle aura enfin acquis droit de cité, qu'elle se sera, si j'ose dire, adultifiée, qu'elle ne sera plus cette pelée, cette galeuse d'où vient tout le mal, cette entreprise, dixit certains, d'abrutissement. Qu'elle sera devenue un moyen d'expression à part entière, comme la littérature ou le cinéma, auquel, soit dit en passant, elle fait pas mal d'emprunts. Peut-être, sans doute, aura-t-elle trouvé d'ici là son Balzac, un créateur qui, doué à la fois sur le plan graphique et sur le plan littéraire, aura composé une vraie œuvre. Là, évidemment, Hergé pense à lui-même, puisqu'il est ce Balzac de la BD francophone avec toute une comédie humaine qu'il organise. Et Hergé de conclure, je cite encore, « Peut-être en l'an 2000,
n'y aura-t-il plus que de la bande dessinée? Fin de citation. Il rêve un peu quand même. Voilà. Donc la BD, pour moi, est certainement l'un des lieux du dessin où l'on rencontre aujourd'hui les enjeux les plus intéressants. C'est vrai que je vous ai épargné mon parcours de vie, étudiant, assistant, directeur de musée, d'un musée des Beaux-Arts qui conservait les estampes. Je suis retombé assez bas dans la littérature en estampes. Venez nombreux à BDphile 2017. Alors ici, il y a les affiches de mes 2 premières éditions. La prochaine année, c'est Anna Sommer, qui est une artiste extraordinaire. On s'amuse comme des fous. Le festival est en pleine mutation et le médium entier est en pleine mutation. Je vous remercie.